Ici Paris. Bonjour Dublin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Marc Roger. Je suis lecteur public. Ici Paris. Bonjour Dublin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Marc Roger. Je suis lecteur public. Merci à toute l'équipe de l'Alliance française de Dublin de nous réunir aujourd'hui en direct pour une lecture d'un extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary, un roman autobiographique, un livre délicieux que je vous recommande vivement de lire. Tout de suite, lecture. Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de quatrième au lycée de Nice, et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ses vitrines de couloir, où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemise vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi. Ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même, et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement et, malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain dans un éclair toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable de ma mère, puis j'éclatais en sanglots et m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête, mais presque aussitôt. Une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour aux pieds de ma mère, heureux, juste, digne d'elle enfin, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfoui dans mes bras, je me laissai aller à ma peine, mais les larmes qui me furent souvent si clémentes ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. J'étais en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus. Je ne sais comment elle avait découvert l'endroit. Personne n'y venait jamais. Je la vis se baisser pour passer sous les fils de fer, puis descendre vers moi, ses cheveux gris pleins de lumière et de ciel. Elle vint s'asseoir à côté de moi, son éternelle gauloise à la main. « Ne pleure pas. Laisse-moi.
Ne pleure pas. Je te demande pardon. Tu es un homme maintenant. Je t'ai fait de la peine. Laisse-moi, je te dis. Un train passa sur la voie. Il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas. Je ne recommencerai plus. Je me calmai un peu. Nous étions assis sur le remblai, tous les deux, les bras sur les genoux, regardant de l'autre côté. Il y avait une chèvre attachée à un arbre, un mimosa. Le mimosa était en fleurs, le ciel était très bleu, et le soleil faisait de son mieux. Je pensais soudain que le monde donnait bien le change. C'était ma première pensée d'adulte dont je me souvienne. Ma mère me tendit le paquet de gauloises. Tu veux une cigarette? Non. Elle essayait de me traiter en homme. Peut-être était-elle pressée. Elle avait déjà 51 ans, un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. Tu as écrit aujourd'hui? Depuis plus d'un an, j'écrivais. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais lettre par lettre en caractères d'imprimerie. Oui, j'ai commencé un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Elle fit bien de la tête. Et au lycée, j'ai eu un 0 en maths. Ma mère réfléchit. Ils ne te comprennent pas, dit-elle. J'étais assez de son avis. L'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me donnaient des 0 me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part. Ils le regretteront, dit ma mère. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire, je frémis, maman, je te le défends, tu vas encore me ridiculiser. Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice, moi. Je sais dire des vers. Tu seras D'Annunzio. Tu seras Victor Hugo, prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. Elle ne m'écoutait pas. Son regard se perdit dans l'espace et son sourire heureux vint à ses lèvres, naïf et confiant à la fois, comme si ses yeux, perçant les brumes de l'avenir, avaient soudain vu son fils, à l'âge d'homme, monter lentement les marches du Panthéon en grande tenue, couvert de gloire, de succès et d'honneur. Tu auras toutes les femmes à tes pieds, conclut-elle catégoriquement en balayant le ciel de sa cigarette. Ma mère parut soudain préoccupée. Il faut trouver un pseudonyme, dit-elle avec fermeté. Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Si tu étais un virtuose violoniste, ce serait très bien, mais pour un titan de la littérature française, ça va pas. Le titan de la littérature française approuva cette fois entièrement. Depuis 6 mois, je passais des heures entières chaque jour à essayer des pseudonymes. Je les calligraphiais à l'encre rouge dans un cahier spécial. Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée. Mais une demi-heure plus tard, je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevaux. Mon vrai prénom, Romain, me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y a déjà Romain Roland, et je n'étais disposé à partager ma gloire avec personne. Tout cela était bien difficile. L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire et qu'il fallait encore écrire des livres. Deuxième extrait un peu plus loin dans le livre, et cette fois-ci à propos de Mariette.
Mariette était une fille au bas-ventre bien ancré, dans un bassin généreux, aux grands yeux malins, aux jambes fermes et solides, et dotée d'un derrière sensationnel, que je voyais constamment en classe, au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques. Cette vision fascinante était la très simple raison pour laquelle je fixais la physionomie de mon maître avec une si complète concentration, la bouche ouverte. Je ne la quittais pas des yeux pendant toute la durée de son cours, n'écoutant bien entendu pas un mot de ce qu'il disait. Et lorsque le bon maître nous tournait le dos et se mettait à tracer des signes algébriques sur le tableau, je transférais avec effort mon regard halluciné sur celui-ci, et je voyais aussitôt l'objet de mes rêves se dessiner sur le fond noir. Le noir a toujours eu sur moi depuis l'effet le plus heureux. Lorsque le professeur, flatté par mon attention fascinée, me posait parfois une question, je m'ébrouais, je roulais des yeux ahuris, j'adressais au postérieur de Mariette un regard de doux reproche, et seule la voix vexée de M. Valu me forçait enfin à revenir sur terre. « Je ne comprends pas !» s'exclamait le maître. « De tous mes élèves, vous paraissez le plus attentif, et on dirait même parfois que vous êtes littéralement suspendu à mes lèvres. Et pourtant, vous êtes dans la lune. » C'était exact. Il m'était cependant impossible d'expliquer à cet excellent homme ce que je voyais au lieu et à la place de sa figure avec une telle perfection. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Cela commençait au réveil et durait plus ou moins toute la journée. Lorsque cette déesse méditerranéenne apparaissait à l'horizon, mon cœur partait au galop à sa rencontre et je demeurais sans bouger sur mon lit terriblement encombré. Je finis par me rendre compte que Mariette m'observait également avec une certaine curiosité. Elle se tournait parfois vers moi, mettait les mains sur ses hanches, me fixait avec un sourire un peu rêveur, soupirait, hochait la tête et disait « Ah, vous pouvez dire que votre mère, elle vous aime vraiment. Elle parle que de vous quand vous n'êtes pas là. Et toutes ces belles aventures qui vous attendent, et toutes les jolies dames qui vont vous aimer, patati et patata, ça finit par me faire de l'effet. » Je me sentis contrarié. Ma mère était la dernière chose à laquelle j'étais disposé à penser à ce moment-là. Étendu en travers du lit, dans une position très inconfortable, les genoux pliés, les pieds sur la couverture, la tête contre le mur, je n'osais pas bouger. Elle me parle de vous comme si vous étiez un prince charmant. Mon romarin et mon romain par-ci et mon romain par-là. Je sais que c'est seulement parce que vous êtes son fils, mais à la fin, je me sens toute drôle, moi. La voix de Mariette avait sur moi un effet extraordinaire. Ce n'était pas une voix comme une autre. D'abord, elle ne paraissait pas venir de la gorge. Je ne sais pas du tout d'où elle venait. Et elle n'allait pas non plus là où les voix vont en général. Elle n'allait pas à mes oreilles en tout cas. C'était très curieux. C'est même énervant. On se demande ce que vous avez de spécial. Elle attendit un moment, puis soupira et se remit à frotter le parquet. J'étais complètement paralysé, transformé des pieds à la tête en un tronc pétrifié. Nous ne parlâmes plus, ni l'un ni l'autre. Parfois, Mariette tournait la tête dans ma direction, soupirait et se remettait à frotter le parquet. Je regardais cet affreux gaspillage, le cœur déchiré. Je savais bien qu'il fallait faire quelque chose, mais je me sentais littéralement cloué sur place. Mariette finit son travail et s'en alla. Je la vis partir avec la sensation qu'une livre de ma chair venait de s'arracher de mes flancs et de me quitter pour toujours. J'avais l'impression que je venais de gâter
gâché ma vie. Mais je ne connaissais pas encore le dicton célèbre. Ce que femme veut, Dieu le veut. Le miracle se produisit enfin. Je me souviens de ce visage malicieux penché sur moi et de cette voix un peu rauque qui me disait ensuite en me caressant la joue alors que je planais quelque part dans un monde meilleur, entièrement débarrassé de tout poids. Faut pas lui dire, hein. J'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle. Ça, c'est sûr. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençai à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde. On espère. On attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits, non. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. L'épisode avec Mariette prit fin d'une manière inattendue. Un matin, parti ostensiblement au lycée, mon cartable sous le bras, je revins au galop pour rejoindre ma belle, qui venait chez nous vers 8h30. Ma mère s'en était allée de son côté, la valise à la main, pour se rendre à Cannes, où elle comptait offrir ses bijoux de famille aux Anglais de l'hôtel Martinez. Nous n'avions apparemment rien à craindre, mais le destin, avec ce côté vache qui le caractérise, avait organisé une grève d'autobus. Ma mère rebroussa chemin. Ayant à peine ouvert la porte de l'appartement, elle entendit des hurlements et, convaincue que j'étais en train de mourir d'une crise d'appendicite, elle se rua à mon secours. Je venais à peine de me calmer et j'étais plongé dans cet état de béatitude et d'insensibilité à peu près totale qui est une de nos grandes réussites ici-bas. À 13 ans et demi, j'avais le sentiment d'avoir réussi entièrement ma vie, accompli mon destin, et, assis parmi les dieux, je contemplais avec détachement mes doigts de pied, seul rappel des lieux terrestres que j'avais jadis fréquentés. Dans mon euphorie, la soudaine apparition de ma mère fut accueillie par moi comme l'eût été n'importe quelle autre manifestation des éléments déchaînés, avec indulgence. Je souris aimablement. La réaction de Mariette fut quelque peu différente.
avec un cri perçant. Elle bondit hors du lit. La scène qui suivit fut assez étonnante et, du haut de mon Olympe, je l'observai avec un vague intérêt. Ma mère avait encore la canne à la main. Ayant embrassé d'un coup d'œil toute l'étendue du désastre, elle leva le bras et passa immédiatement à l'action. La canne s'abattit sur le visage de mon professeur de mathématiques avec une vigoureuse précision. Mariette se mit à hurler et chercha à protéger ce côté adorable de sa personnalité. La petite chambre s'emplit d'un tumulte effrayant avec le vieux mot russe « Kurva ! Putain !» résonnant de toute la puissance tragique de la voix de ma mère au-dessus de la mêlée. Romain Gary, La promesse de l'aube. Un livre à lire pendant vos vacances. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités de lecteur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de La Voie des Livres, La Voie VOIE, La Voie des Livres, Le Chemin, ou sur Facebook, Marc Roger. Vous y découvrirez les références de mes derniers ouvrages, dont Grégoire et le vieux libraire, aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Dublin. Ici Paris. À bientôt.